Cette vidéo est la deuxième partie de la série où j'analyse les conférences TED pour vous montrer comment donner d'excellentes présentations. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour aller la voir maintenant. Dans la vidéo précédente, on a vu que si vous voulez que votre présentation soit persuasive, efficace, mémorable, le nerf de la guerre, c'est de toucher les émotions de votre auditoire. Aujourd'hui, on va voir comment faire exactement pour avoir cet impact émotionnel. Et pour ça, on va continuer bien sûr à prendre l'exemple des conférences TED qui font des millions de vues, transforment de parfaits inconnus en superstars du jour au lendemain et sont capables de vous faire rire et pleurer avec des sujets franchement pas évidents comme le stress ou les statistiques. Imaginez que vous voulez faire changer quelqu'un d'avis ou tout simplement changer ses actions. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Le premier instinct pour beaucoup d'entre nous, c'est de commencer à empiler les arguments pour notre position dans l'idée que si nous donnons assez d'arguments, l'autre personne va être convaincue. Malheureusement, si vous avez déjà essayé de parler politique avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, vous savez déjà que cette approche n'est pas toujours efficace. Et pourtant, l'être humain est bel et bien doté de la faculté de raison et on est donc capable d'évaluer des arguments logiques. Alors pourquoi est-ce que ces arguments logiques ne suffisent pas toujours à nous convaincre? Dans le guide officiel TED, le directeur de TED, Chris Anderson, donne un élément de réponse. La plupart des gens peuvent être convaincus par la logique, mais cela ne les motive pas toujours. Et s'ils ne sont pas motivés, ils oublieront rapidement l'argument et passeront à autre chose. Donc le langage de la raison a besoin d'être renforcé par d'autres outils qui rendent les conclusions non seulement valides, mais aussi significatives, excitantes et désirables. Pour résumer, vous pouvez bel et bien donner des arguments logiques et parfois les gens seront convaincus sur le moment, mais numéro 1, ils ne retiendront pas ces informations et numéro 2, ils n'en feront rien. En gros, vous auriez aussi bien pu parler en chinois, ça aurait eu le même effet. Le premier point irrationnel, illogique, mais très important, c'est l'impact du messager. En l'occurrence, c'est vous. Votre message sera beaucoup plus efficace si votre public vous fait confiance et vous apprécie. Évidemment, ce n'est rien de rationnel, un bon argument est un bon argument, quelle que soit la personne qui vous l'explique. Un exemple qui est amusant ou désespérant selon votre point de vue, c'est de faire un sondage où vous demandez aux gens s'ils soutiennent ou non une proposition politique par un certain candidat. L'astuce, c'est de choisir une mesure qui est soutenue par deux politiciens dans des camps opposés. Et surprise, surprise, on s'aperçoit que les gens soutiennent une mesure si elle est présentée par un politicien qu'ils apprécient. Et ils seront vigoureusement opposés à cette même mesure si elle vient d'un politicien auquel ils sont opposés. Voici un exemple qui vient du Huffington Post et qui pose la question de l'assurance santé universelle. On découvre que 82% des démocrates soutiennent l'idée si on leur dit qu'elle vient d'Obama, mais si on leur dit que l'idée vient de Trump, seulement 46% la soutiennent. Le résultat est bien sûr inversé pour les républicains. Dans les deux cas, l'idée présentée est la même, mais les gens jugent cette idée non pas sur ses mérites intrinsèques, mais sur le politicien qui la présente. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que votre premier objectif quand vous montez sur scène, c'est de gagner la confiance de votre public. Voilà ce qu'en dit Anderson dans son bouquin. Le savoir ne peut pas être poussé dans un cerveau, il doit être tiré de l'intérieur. Avant de pouvoir construire une idée dans l'esprit de quelqu'un, vous avez besoin de sa permission. Nous sommes naturellement prudents avant d'ouvrir notre cerveau, qui est notre bien le plus précieux, à un étranger. Vous devez trouver une manière de désarmer cette méfiance, une manière de l'accomplir et de rendre visible l'être humain qui se cache en vous. Intéressant, n'est-ce pas? Le directeur de TED nous explique essentiellement que quelle que soit la qualité de vos idées, elles ne seront pas reçues correctement par votre public si vous n'arrivez pas à créer une connexion émotionnelle avec eux. Et donc, avant de présenter vos idées et vos théories, vous devez vous établir comme un individu à qui je peux faire confiance. Et c'est valide même pour un scientifique, comme par exemple Brené Brown qui fait de la recherche dans le domaine de la psychologie et qui a entamé sa présentation avec cette anecdote. So I'll start with this. A couple of years ago, an event planner called me because I was going to do a speaking event, and she called and she said, "I'm really struggling with how to write about you on the little flyer." And I thought, well, what's the struggle? And she said, well, I saw you speak, and I'm going to call you a researcher, I think, but I'm afraid if I call you a researcher, no one will come because they'll think you're boring and irrelevant. And I was like, okay. And she said, but the thing I liked about your talk is, you're a storyteller, so I think what I'll do is just call you a storyteller. And of course, the academic, insecure part of me was like, you're going to call me a what? And she said, I'm going to call you a storyteller. And I was like, oh, why not Magic Pixie? Cette introduction est utile pour présenter le sujet, mais surtout, elle nous donne une bonne idée de la personnalité de la personne qui nous parle, de la personnalité de Brené Brown. Dans cet extrait, elle vous a révélé les choses qui la mettent mal à l'aise, ses obsessions personnelles. Ça peut sembler hors sujet, mais en réalité, c'est important, car ça nous permet de savoir qu'elle n'est pas juste une personne sur scène qui lit un texte. C'est un être humain, comme vous et moi. Je vous mets un autre petit extrait qui illustre très bien cette idée juste après. And I'm more the life's messy, clean it up, organize it, and put it into a bento box. And so to think that I had found my way, to found a career that takes me, really one of the big sayings in social work is lean into the discomfort of the work.
And I'm like, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's. That was my mantra. Ce que cet exemple illustre, c'est l'importance de gagner la confiance de votre public dès le départ de votre présentation, et ça nous montre aussi qu'une très bonne manière de faire ça, c'est de commencer par une anecdote personnelle. Le but de l'anecdote n'est pas de montrer à quel point vous êtes génial ou brillant, au contraire, c'est de montrer vos faiblesses et vos aspects plus humains. Mais si on va au-delà des anecdotes personnelles, le storytelling est un outil indispensable dans n'importe quelle présentation. La raison est bien résumée par cette citation qui est attribuée à Staline. La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique. L'idée, c'est que les chiffres et les statistiques nous semblent abstraits. On n'arrive pas à se représenter dans notre cerveau ce que ça signifie. Mais une bonne anecdote a le pouvoir d'évoquer des émotions fortes et elle sera facilement mémorable. Si vous voulez apprendre comment raconter une bonne histoire, je vous ai préparé une playlist avec plusieurs de mes vidéos qui sont concentrées sur le sujet du storytelling. Chaque vidéo prend une étude de cas différente. Vous pouvez retrouver ça en cliquant sur le lien qui va se trouver en haut à droite de la vidéo. Je vous laisse aller voir ça tranquillement, mais pour terminer cette vidéo, on va prendre des exemples spécifiques de storytelling dans les conférences TED. Un cas intéressant est la présentation de Steven Pinker sur le déclin de la violence dans le monde. On entend tout le temps que le monde est de plus en plus violent, il y a de plus en plus de guerres, il y a de plus en plus de terrorisme. Et Steven Pinker se lance la tâche assez ambitieuse de retourner nos idées reçues et de nous montrer en quoi, en réalité, la violence est en déclin depuis des siècles et des siècles. The original title of this session was Everything You Know is Wrong, and I'm going to present evidence that this particular part of our common understanding is wrong. That in fact, our ancestors were far more violent than we are, that violence has been in decline for long stretches of time, and that today we are probably living in the most peaceful time in our species' existence. Now, in the decade of Darfur and Iraq, a statement like that might seem somewhere between hallucinatory and obscene, but I'm going to try to convince you that that is the correct picture. Comme on l'a vu dans pas mal de vidéos précédentes sur cette chaîne, faire changer quelqu'un d'avis est une tâche très difficile. Dans cet exemple, les faits sont favorables à la thèse défendue par Pinker et sa présentation regorge de chiffres et de statistiques. Here's a graph that he put together showing the percentage of male deaths due to warfare in a number of foraging or hunting and gathering societies. The red bars correspond to the likelihood that a man will die at the hands of another man as opposed to passing away of natural causes in a variety of foraging societies in the New Guinea highlands and the Amazon rainforest. And they range from a rate of almost a 60% chance that a man will die at the hands of another man to, in the case of the Gabuski, only a 15% chance. The tiny little blue bar in the lower left-hand corner plots the corresponding statistic from the United States and Europe in the 20th century, and it includes all the deaths of both world wars. If the death rate in tribal warfare had prevailed during the 20th century, there would have been 2 billion deaths rather than 100 million. Ces éléments logiques sont bien sûr nécessaires à son argument, mais le problème c'est que ces chiffres ne suscitent pas vraiment d'émotions fortes et donc vous n'allez pas vous en souvenir. Tenez, je viens de vous passer l'extrait il y a seulement 10 secondes. Est-ce que vous vous souvenez du taux d'homicide dans la tribu des Geboussi? C'est la preuve que le cerveau humain n'est pas conçu pour retenir des chiffres, et Pinker le sait très bien. Et donc il doit vous donner des choses que vous allez retenir, c'est-à-dire des images. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas de photos sur ces slides ou même de vidéos. À la place, Pinker va utiliser un type d'image beaucoup plus efficace, les images mentales. Voici un bon exemple. And cruelty was a popular form of entertainment. Perhaps the most vivid example was the practice of cat burning, in which a cat was hoisted on a stage, lowered in a sling into a fire, and the spectators shrieked in laughter as the cat, howling in pain, was burned to death. L'image du chat qui se fait brûler vif, ça vous allez vous en souvenir. Et il va utiliser la même méthode pour illustrer des concepts assez théoriques de manière concrète. Par exemple, il va tirer du philosophe anglais Hobbes le concept de l'état de nature. The first is, maybe Thomas Hobbes got it right. He was the one who said that life in a state of nature was solitary, poor, nasty, brutish, and short. Not because, he argued, humans have some primordial thirst for blood or aggressive instinct or territorial imperative, but because of the logic of anarchy. In a state of anarchy, there's a constant temptation to invade your neighbors preemptively before they invade you. Le concept de l'état de nature est intéressant, mais il reste relativement abstrait. Et donc la meilleure façon de vous faire comprendre et de vous faire retenir cette idée, c'est de vous donner un petit scénario concret et visuel. More recently, Thomas Schelling gives the analogy of a homeowner who hears a rustling in the basement. Being a good American, he has a pistol in the nightstand, pulls out his gun, walks down the stairs, and what does he see but a burglar with a gun in his hand? Now, each one of them is thinking, I don't really want to kill that guy, but he's about to kill me. Maybe I had better shoot him before he shoots me, especially since even if he doesn't want to kill me, he's probably worrying right now that I might kill him before he kills me, and so on.
Et pour conclure cette vidéo sur l'émotion, je pense que s'il y a une émotion qu'on rêve tous d'évoquer sur scène, c'est l'humour. C'est vrai que si les gens rigolent pendant qu'ils vous écoutent, c'est que vous avez leur attention, c'est que vous suscitez des émotions et vous avez toutes les chances de les convaincre. Mais comment être drôle sur scène? Prenons l'exemple de la présentation de Ernesto Sirolli sur la question des ONG. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in... Le premier point qui me semble important, c'est que vous ne pouvez pas forcer l'humour. Vous ne pouvez pas faire des détours énormes dans votre présentation juste pour placer des blagues. Il faut que l'humour vienne naturellement des sujets dont vous parlez. Et l'anecdote qui ouvre la présentation de Sirolli est un excellent exemple. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley, going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. On voit que Sirolli fait rire son public, mais pas aux dépens de son message. Avant tout, son anecdote est un solide exemple de storytelling. Tous les ingrédients sont réunis. Vous avez un enjeu clair qui est d'enseigner aux Zambiens comment cultiver de la nourriture, et vous avez les bons détails qui vous permettent de vous représenter la situation, le fleuve, les tomates, les courgettes. And of course, the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. But instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. Ici, on a deux rires, et vous pouvez voir comment ils sont parfaitement intégrés à l'histoire qui est racontée. Le public va rire numéro 1 à l'explication des différences culturelles et numéro 2 à l'explication de l'arrogance des Italiens, qui sont bien sûr les deux points importants de l'histoire qui est racontée. Donc l'émotion très forte du rire vient renforcer les points cruciaux. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato would grow to this size, in Zambia to this size. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we said to the Zambians, my God, the hippos. And the Zambians said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. Et finalement, cette anecdote est non seulement drôle, mais surtout elle fait passer un message. C'est important bien sûr, parce que si vous commencez à privilégier l'humour au message de votre présentation, les gens vont peut-être rire, mais ils ne sauront pas quoi en retenir. Comme le rire est une émotion si forte, vous devez le coordonner avec les points importants de votre message, parce que sinon les gens vont retenir vos blagues au lieu de retenir votre message. Et donc pour résumer cette vidéo, les arguments logiques, c'est bien beau, mais votre public ne s'en souviendra pas s'ils ne sont pas accompagnés d'une bonne dose d'émotion. Et pour ça, un aspect contre-intuitif mais crucial, c'est le rôle du messager. C'est-à-dire que vous devez gagner la confiance de votre public dès les premières secondes en leur montrant que vous êtes un véritable être humain. La technique qui est souvent utilisée à TED, c'est de commencer par une anecdote personnelle, et ce même si vous allez parler plus tard d'un sujet relativement technique. Plus largement, le storytelling est la méthode la plus efficace pour persuader grâce aux émotions. Et cette méthode a aussi l'avantage de capturer facilement les émotions et d'être très mémorable. Si vous voulez creuser dans le sujet du storytelling, je vous ai mis le lien vers ma playlist qui rassemble mes études de cas sur ce sujet-là. Dans la même idée, même si vous avez des chiffres, graphiques et concepts à présenter, ça ne suffit pas forcément, parce qu'il est difficile de les retenir. La solution, c'est de complémenter vos informations factuelles avec des images mentales marquantes, comme on l'a vu dans l'exemple de Steven Pinker. D'ailleurs, sortez une feuille, c'est un contrôle surprise. Est-ce que vous vous souvenez du taux d'homicide chez les Geboussi? Mais est-ce que vous vous souvenez ce qui arrivait aux chats pendant le Moyen-Âge? Et pour terminer, l'humour est bien sûr efficace, mais il doit absolument venir d'histoires qui soutiennent votre message. Une anecdote drôle, mais qui n'est pas directement connectée au fil conducteur de votre présentation, est dangereuse. Parce que vous aurez l'impression d'être le nouveau Gad Elmaleh une fois sur scène, mais dans 2 jours, le public se souviendra de vos blagues,
mais pas de votre message. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous terminerons notre série sur les présentations TED en parlant de quoi faire concrètement quand vous montez sur scène. On parlera de comment créer vos slides, on parlera du langage corporel et puis on verra les différents styles de présentation qui sont possibles et qui sont utilisés de manière très efficace à TED. Si vous voulez être sûr de ne pas manquer la sortie de cette prochaine vidéo, cliquez sur le bouton en dessous de la vidéo pour vous abonner et puis cliquez sur la petite cloche qui vous permet d'être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine.